Il y a des détourneurs de fonds publics qui sont en liberté, donc des Koulouna en cravate, alors que leur place était en prison. Maintenant, on libère les Koulouna, les pauvres Koulouna, mais on laisse dehors les Koulouna en cravate. Donc, il va y avoir une jonction entre les vrais Koulouna libérés, entre les Koulouna pauvres libérés de la prison, et là en machette, qui vont venir nous attaquer. Entre-temps, on laisse en liberté les vrais Koulouna en cravate, qui, eux, chaque jour nous saignent les caisses de l'État. Ça veut dire que le pays ne s'en sortira pas. Il faut mener une réforme de la justice. Mais malheureusement, je constate que ce gouvernement n'a pas de politique judiciaire, n'a pas les politiques carcérales, et les moyens que le Congo dispose sont dilapidés dans les détournements des deniers publics. Je crois que Benadel avait été aussi condamné par plusieurs États avant qu'il ne soit arrêté. Il a fallu qu'il y ait un mandat qui a été mis en place, des condamnations sur condamnations, jusqu'à ce que ça a pris du temps que ça pouvait prendre. Il a été arrêté. C'est un processus qui est mis en place. Et l'État congolais a le rôle de jouer. C'est vrai qu'il faudrait, sur le plan militaire, de la défense, etc., il faudrait accentuer, accélérer cela pour qu'on n'accepte pas ce qui est fait dans la partie est de la République. Mais nos lois sont là aussi pour permettre à ce que nous l'appliquons. Et c'est comme ça, moi je crois que cela n'est pas un problème qui a été fait. À la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Regarder dans la même direction nous impose deux éléments essentiels, la vision et la coordination sans lesquelles aucun progrès n'est possible. Est-ce le Congo a-t-il de la malchance de ne pas trouver des personnes au grand rêve incarnant le renouveau tant attendu? Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est la question que nous nous posons. Vous avez mieux fait de nous choisir si vous êtes sur Politicon, la force du détail qui a l'insigne privilège de vous présenter ce nouveau numéro de Politicon qui a fait venir sur ce plateau deux matières grises. Bien entendu, vous allez le découvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de matières pour lesquelles vous devez, en tout cas, nous regarder, rester fidèles et surtout vous abonner aussi et faites aussi abonner les autres. Et en tout cas, coupez les extraits, mettez sur TikTok, sur tous les canaux sociaux. En tout cas, vous en avez l'autorisation. Alors, pour ce jour, je reçois pour vous Eric Tshiwaka qui nous rejoint pour la première fois. Merci d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous êtes de l'AFDC, de l'Union Sacrée. Tout à fait. Alors, en face de vous, c'est Patrick Katanga, un habitué du plateau désormais. Merci de l'honneur, merci de l'amitié. Merci pour l'invitation et merci à mon co-débatteur d'être venu échanger pour le bien de notre pays. Merci beaucoup. Alors, Kinshasa, au bord du gouffre, en tout cas la capitale congolaise s'est réveillée sans transport en commun. Les conducteurs ont déclenché une grève sèche. Eh bien, les piétons ont dû courir, faire des longs trajets pour accéder ou arriver à leur bureau et office. En tout cas, la situation plonge le Quinois dans une confusion totale. Ils ne savent pas à quel sens se vouer justement. En tout cas, c'est l'actualité. Comment avez-vous fait pour rallier le centre-ville et participer à répondre à l'invitation de Politico? Bon, je me suis réveillé très tôt pour arriver en ville, parce qu'il fallait que j'arrive en ville le matin. J'étais même moi-même surpris de voir qu'il n'y avait pas de bus, il n'y avait que de motos en cours de route avec un prix exagéré. Alors, j'ai essayé de poser des questions. Et là, certains m'ont dit qu'il y a grève de chauffeurs. C'est ceux qui conduisent les 207. Et la question posée, pourquoi il y a... tracasserie policière et hausse des taxes dans ce secteur. La question n'est pas de la tracasserie, mais je crois que ces derniers temps, il y a la police, le PCR qui font un travail que je tiens à féliciter pour le moment. Vous allez vous rappeler qu'il y a des images, des vidéos qui ont circulé où certains chauffeurs faisaient payer à la population plus de 2 000, 3 000 francs comme prix, alors que ce n'est pas le prix qui a été fixé officiellement par le ministère des Transports, le ministère de l'Économie et tout ça.
Alors, donc, la police a commencé La police à... de circulation tenait à Évidemment. remettre de l'ordre dans ce Tout secteur. à fait, c'est ce qui avait été demandé, mais nos amis disent que le prix du carburant a augmenté et que ils ne gagnent pratiquement rien, il n'y a pas de route, etc. Donc ils doivent fixer le prix comme ils pensent. C'est ça une des raisons qui a fait qu'aujourd'hui qu'il n'y ait pas de transport. Mais je crois que ce n'est pas élégant, c'est une décision d'abord pour ce chauffeur, une décision illégale, une décision qui ne tient pas à lieu. Vous fétichez la manière de faire de conducteur? Évidemment, d'abord, il y a un problème avec le conducteur, il y a aussi un problème de la politique de la gestion avec le gouvernement, puisque vous savez, c'est le gouvernement, c'est l'État congolais qui est censé avoir de bus, mettre de route, et tout ça. C'est vraiment la politique du gouvernement. Est-ce que nous avons une politique dans ce secteur? C'est la grande question. Non, le problème, ce n'est pas simplement comment dirais-je, la politique au niveau de ces secteurs, mais c'est la politique générale. Parce que le problème date. On reste sur la grille tarifaire laissée par le gouverneur Ngobila, Oui. et le nouveau, en tout cas, ne fait que recevoir des délégations. Il n'a pas encore entamé véritablement son mandat. Non, le problème n'est pas, c'est pas simplement de celui qui est arrivé. Le problème, c'est de la politique générale, de la politique de la gestion. Au fait, la gestion, c'est une sorte de continuité. On a toujours dit, les hommes passent les institutions des maires. C'est une continuité, c'est une sorte de planification. Tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est dû à cette manque de la planification, de l'organisation, de voir clair les choses. Et c'est ce qui conduit à ce que nous vivons aujourd'hui. Comment certains citoyens peuvent se réveiller d'un matin en disant qu'on va gréver, puisque nous fixons le prix et l'État est en train de nous contredire, alors que c'est l'État qui est habilité à fixer le prix. Merci. Donc c'est vraiment une politique généralisée, une politique générale de la planification qui crée aujourd'hui des tensions. Si l'État avait des bus qui pouvaient servir à la nation, je crois que cette grève-là ne pouvait pas avoir de l'impact direct. Et aujourd'hui, ça a de l'impact puisque l'État n'a pas de bus. C'est ça le problème. Merci. Au transport aujourd'hui, on en est où? C'est ce qui crée beaucoup de difficultés et voilà où nous en sommes. Je crois que cette manière de faire, elle n'est pas bonne et nous demandons à ce que le gouvernement qui est mis en place, qui est aujourd'hui en train de travailler, l'actuel ministre des Transports qui est Jean-Pierre Mais si l'État n'a pas de bus, n'a pas de moyens, doit travailler en connivence avec le privé. Et évidemment, c'est tout à fait ça, mais attention, je crois que c'est l'État qui est habilité à mettre en place une très bonne politique de gestion. L'État collabore avec le privé. L'État, ce n'est pas au privé d'imposer à l'État. Les privés doivent collaborer. Non plus, l'État n'a pas de moyens. Comment serait-il imposé? Le problème n'est pas que l'État n'a pas de moyens. Les moyens, il y en a plus que nous écoutons les détournements de chaque jour. On ne peut pas dire que l'État n'a pas de moyens. Quand l'État n'a pas de politique, ça veut dire qu'il n'y a pas de moyens. Je parle d'une politique généralisée, de la vision globale. L'absence de politique, c'est le manque de moyens. L'absence de la politique de gestion. Je ne parle pas de la vision. Vous savez, même à l'époque de Mobutu, tout ça, Kasavubu, etc., la vision existe. La vision, c'est quoi? C'est la manière dont vous voyez. Vous voulez que les choses s'effacent. Vous les planifiez, vous l'organisez, etc. Il se pose maintenant le problème de l'applicabilité de cette vision que vous avez mise en place, de la politique de la gestion. Comment allez-vous gérer? Comment allez-vous organiser? Comment allez-vous diriger? Comment allez-vous contrôler? Comment allez-vous sanctionner? C'est au fait ça qui manque la politique de la gestion. Merci beaucoup. Patrick Katanga, est-ce qu'avons-nous une politique rigoureuse dans ce secteur de transport? Est-ce que le problème enfin qui frappe Kinshasa de plein fouet ne révèle pas la faille de l'État ou la déstructuration de nos sociétés? L'État est en faillite dans tous les domaines. L'État est en faillite et dans le secteur du transport, dans la ville, qu'au niveau national, il n'y a pas de politique de transport national, il n'y a pas de politique de transport de la ville de Kinshasa. Et lorsque l'État n'a pas de politique de transport, et la politique a horreur du vide, les privés ont pris la part du marché qui devait revenir à l'État. Et donc, c'est les privés maintenant qui imposent leurs conditions à l'État. Et comme l'État n'a pas prévu la planification, j'ai aimé les termes, comme l'État n'a rien planifié, l'État n'a pas mis les moyens, sauf les maquettes. On a des maquettes de métro bus où ça date depuis longtemps, métro à Kinshasa, on a des maquettes, nous sommes un pays de maquettes. Rien en réalité. Les routes, n'en parlons pas. Parce que les chauffeurs nous disent, et je pense qu'ils ont raison, ce n'est pas seulement le prix du carburant, mais aussi l'amortissement de leur outil de travail. S'il n'y a pas de route, des routes défoncées, et donc leur outil de travail se dégrade facilement. Et en contrepartie,
ils doivent mettre le prix qui doit correspondre non seulement au carburant, à leurs intérêts et aussi au renouvellement de l'outil de travail. Alors, il est censé de trouver un terrain d'entente entre les deux parties. Ils ne peuvent pas trouver un terrain d'entente tant que l'État n'a rien planifié en matière de transport sur le plan national et sur le plan de la province. Pour qu'il y ait un terrain d'attente, nous sommes dans une économie de marché où les privés a sa part, où l'État aussi a sa part. L'État ne fait pas sa part. L'État ne fait pas de route en état pour être praticable. L'État n'a pas des engins roulants, ni métro, ni train, ni bus. L'État n'a rien. Et tout ça est comblé par le privé. Ni des stratégies d'accompagnement de privés. Stratégies, n'en parlons pas, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas de stratégie. Jusqu'aujourd'hui, je suis en train de voir pour la ville de Kinshasa, maintenant les slogans c'est Kinshasa Tobonga, Kinshasa Kobonga. Nous allons des slogans. On conjugue ça au futur. Nous venons de quitter Kinshasa ville, Kinshasa ville français. Bopeto, Kinshasa Bopeto. Maintenant, nous sommes dans un autre slogan. Kinshasa et Kobonga. Mais dans l'entretemps, la ville, les autorités de la ville ont déménagé pour aller habiter l'hôtel de la place, alors qu'ils ont des bureaux au niveau de... Alors, pensez-vous que le problème va au-delà d'un problème au niveau de la capitale? C'est un problème au-delà de Kinshasa. Nous l'avons ressenti ce matin, parce que nous sommes à Kinshasa, les premiers étaient à Lubumbashi, les premiers étaient à Goma, les premiers étaient à Bukavu, les premiers étaient à Matadi. Donc le problème au niveau national se pose parce que nous n'avons pas de politique nationale de transport. Deuxièmement, dans chaque province, puisqu'ils ont quand même les attributions en termes de transport, au niveau de province, ils n'ont pas non plus de politique public de transport. Conséquence, tout est laissé à l'abandon au profit des privés. Et donc les privés, à ce moment-là, commencent à imposer. La grève, c'est un droit. C'est un droit constitutionnel, la grève. Ils n'ont pas honte, je veux dire, ils n'ont pas tort de faire la grève. Mais ça, c'est du chantage à l'État. Parce que si vous remarquez, on dit de prix. Les prix qu'on a laissés depuis la course, c'était 450 francs la course. Mais les gens ne remarquent pas que nous payons 10% de plus chaque course. Parce qu'il n'y a personne à qui on rend 50 francs. Donc nous payons, à la place de 450, nous avons tous accepté de payer 500 francs. 10% de plus. Regardez en termes de pourcentage, vous comprendrez. Mais en termes de volume, vous allez dire 50 francs sur quoi? Mais 50 francs, c'est 50 fois 10, ça fait... Si vous avez 10 courses où on vous a pris 50 francs, vous avez perdu une course. Hein? Donc nous payons chaque jour nous-mêmes. Et cela est imposé par les privés. Au PC 500 francs, on ne vous rend pas 50 francs. C'est le prix qu'avait laissé la ville. Et donc l'État, il peut réguler. Mais pour réguler ce secteur, il faut soi-même avoir une politique publique. Mais comme il n'y en a pas, la planification, j'ai aimé, comme il n'y a pas de planification, comme il n'y a pas non plus de moyens, je pense que l'État doit céder seulement au privé. C'est ça la conséquence. L'État doit céder au privé pour que le Congolais ait le moyen de se déplacer, et notamment les Kinois. Céder au privé avec quelles conséquences que cela représente? Mais l'État n'a pas le moyen de faire face. Ben, si maintenant, ils disent, les transports est à 1000 francs la course, non, l'État n'a pas le choix. Il ne peut que subir. C'est ça le problème. L'État n'est pas dans l'anticipation, dans la planification. L'État va subir. Donc le problème, c'est que chacun, parce que si l'État dit... chacun essaie de manipuler selon bon lui semble, selon leur but. En tout cas, en la matière, les privés sont en posture de force. La politique, c'est aussi les rapports de force. Les privés sont... Si l'État refuse, je ne souhaite pas, les privés peuvent dire que la grève continue. C'est le gouvernement et les autorités qui vont perdre dans l'opinion. Hein. Ah oui, Batikabiso, tout déplacera quand même, hein, plutôt que de nous bloquer. Les administrations vont être bloquées parce que les gens ne pourront pas venir au travail. Et donc, les rapports de force sont en faveur des privés. Pourquoi les rapports de force sont en faveur des privés? Mais parce que l'État n'a pas de politique publique de transport. C'est ça là. En tout cas, merci beaucoup. L'actualité, c'est aussi la publication du résultat de l'examen d'État 2023-2024, bien sûr. Et bien, il y a eu ambiance, il y a eu des étincelles en l'air hier dans la capitale congolaise de jouissance. Ça et là, observez ça et là, des scènes de jouissance, bien sûr, observez ça et là, et cela n'a pas empêché que certains hors la loi en profitent. On signale des cas de débordement, on signale des cas de scènes de jouissance.
qui se sont très mal passés. Surtout pour nous qui habitons l'ouest, hein, donc vers Pigeon là-bas. C'est Lukunga, c'était hier, je crois. Ce que j'ai entendu, on a publié Lukunga. Premier questionnement, d'abord, il y a un problème. Pourquoi ce penchant invétéré vers la fête? Pourquoi ce penchant? Alors que nous avons des problèmes récurrents, on va y arriver. C'est dans la culture du Congolais. Oui, mais ça pose un problème. D'autres, à l'État. Oui, on peut dire la culture, ce sont des habitudes. Les habitudes, on peut les changer. Ils ne sont pas les premiers à être lauréats de l'examen d'État. Il y a eu aussi d'autres avant eux. Mais je constate d'abord ce penchant à la fête m'interroge, moi. Est-ce que notre jeunesse a conscience des problèmes du pays? Un. Des deux, aux autorités. Je me demande pourquoi c'est publié le soir. Pourquoi la publication de l'examen d'État, c'est le soir, tout en sachant que la ville est dans une insécurité récurrente. En publiant le soir, puisque nous avons un penchant vers la fête, quand ceux-là qui ont passé l'examen d'État et leurs familles sortent pour la fête, les Koulouna sont derrière. Et ce sont les Koulouna qui ont causé des problèmes. Parce que, pourquoi? Entre autres, mais parce que c'est publié la nuit. Si on publiait de 6 à 7 heures, la fête va s'arrêter, 14h, 15h, la fête s'arrête. Mais si vous publiez à 18h, mais jusqu'à 23h, même toute la nuit. Le problème, c'est que les résultats peuvent être disponibles tôt, mais chacun va le chercher quand il veut. Non. Ça, je ne suis pas d'accord parce que ce problème-là de publication la nuit ne se pose pas avec ce gouvernement seulement. Les résultats peuvent être là à 12h, mais quelqu'un va aller les chercher à 20h. L'État a un problème. Puisqu'il y a insécurité dans la ville, l'État doit s'arranger. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir, c'est anticiper. C'est de dire, si ça sort à ces heures-là, non, qu'est-ce qui va se passer? Ce n'est pas la première fois. Nous avons vu depuis Kanyama. Et donc, l'État a une responsabilité non seulement en termes de publication, mais aussi en termes de formation dans le fond. Nous avons vu des lauréats, je ne sais pas ce qui se passe dans les réseaux sociaux, quand on voit un lauréat qui a 91%, quand il écrit la langue de Voltaire. Voltaire se retourne dans sa tombe. Mais comment a-t-il eu 91%? Parce qu'il ne maîtrise même pas la langue de Voltaire. C'est le français qui est la langue officielle du La langue officielle, la langue d'enseignement. Même si vous voulez faire les mathématiques, quand on vous dit polynôme, c'est en français. Quand on vous dit en mathématiques, vous devez comprendre la langue avant de résoudre l'équation. Je me demande, quand on ne maîtrise pas la langue, comment on arrive à avoir des pourcentages de tels 91%? Ça pose un problème de fond. Un autre problème, on publie les résultats. Mais c'est pour quel objectif? Quel est l'objectif du gouvernement en publiant de résultats? D'autant plus qu'on sait que les diplômes, ça veut dire le papier cartonné, ils ne l'auront pas. À peine là, au minimum $20 pour avoir l'attestation de réussite. Au minimum $20. Ils vont passer 20 ans. Parce qu'il y en a, nous connaissons depuis 20 ans, qui n'ont pas le diplôme papier, le papier cartonné. Alors, un gouvernement qui est incapable... depuis quelques années, ça s'améliore. Les diplômes d'État sont... Non, mais est-ce que imprimer un papier carton, soyons sérieux, la Bible nous dit celui qui est capable de petites choses sera grand dans les grandes choses. Un gouvernement qui est incapable d'imprimer le papier carton du diplôme, mais devant des grands problèmes du pays, comment ce gouvernement va faire? Donc, les enfants, ils savent qu'ils vont passer 20 ans pour avoir le papier carton de leur diplôme. Il y en a qui vont mourir peut-être, qui n'auront pas touché le papier carton de leur diplôme. Ça pose un problème. Et puis, il y a un problème de formation, je l'ai dit ici. Un lauréat qui ne sait pas écrire. C'est la honte pour les Congos, non? C'est la honte pour les Congos. Donc, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'examen d'État, il y a des problèmes récurrents, mais des problèmes qu'il faut régler à la base. Merci beaucoup, Eric Tsouaka. À quel niveau vous voyez le problème? Bon, vous savez, c'est l'État qui organise tout. C'est le rôle même de l'État. Je l'ai tantôt dit ici, la planification organisée et tout ça. Lorsqu'il y a des bavures, ce n'est pas assez jeune. On doit tirer. Bien que, même si la publication elle était faite le matin, je ne pense pas que cela devrait priver à ceux qui commettent des bavures d'enfer, puisqu'on voit même les Koulouna tuer en pleine journée, ravir, etc. Donc ça, je crois que cela est un problème. La planification, le pouvoir de l'État qui devrait en principe s'imposer sur la manière de gouvernance, de la gouvernance.
Et c'est ce qui nous manque en République démocratique du Congo. C'est la bonne gouvernance, c'est le sens du leadership, c'est de l'éthique et de la il a parlé d'un lauréat qui parle très mal la langue de Molière. Mais comment est-il devenu... Et nous sommes dans la gratuité, mais ceci ne remet pas en cause la qualité de la gratuité. Même avant qu'il n'y ait la gratuité qu'on a tant chanté. Avant qu'il n'y ait la gratuité de l'enseignement... Ce sont des choses que nous en avions déjà vécues, même avant la gratuité. Est-ce qu'à ce temps-là, il fallait penser à la gratuité ou à la qualité? Non, je crois qu'il faut penser à la qualité et à la gratuité. C'est possible, puisqu'ailleurs, je prends l'exemple de certaines nations évoluées, la gratuité y est. Suivre des livres à la fois, nous le saurons. La question, ce n'est pas de suivre, la question, c'est de la volonté. Vous savez, lorsque vous planifiez, vous savez déjà ce que vous devriez faire. Affecter le moyen approprié pour ce que vous voulez atteindre comme objectif. C'est ça, au fait, la planification. Vous vous dites que nous voulons mettre la gratuité de l'enseignement, mais au-delà de cela, nous devrions avoir des outils, nous devons avoir des moyens pour que cela soit exécuté. C'est comme ça la planification. Ce n'est pas une question simplement de mettre sans que... Non, c'est ça même le problème qui fait qu'en sorte que la République démocratique du Congo ne puisse pas avancer depuis des années. Et il y a des gens qui veulent simplement impressionner, mettre des choses qui pourront peut-être bloquer, qui ne feront pas avancer. Et c'est ça même là où il y a le problème dans ces pays. La vision concrète qui apporterait des résultats. Et aussi, manque, je vais, comment dirais-je, insister là-dessus. Quand vous parlez de manque de stratégie, de planification, ça veut dire que nous faisons des choses par complaisance. Écoutez, le chef de l'État dit, je voudrais une planification, une projection, le président de la République dit, concrète. je voudrais que la gratuité de l'enseignement soit exécutée partout. C'est ça la vision du président de la République. Quant au ministre sectoriel, d'en appliquer et qu'il ait le moyen de sa politique pour mettre en place ce qui a été mis comme programme du gouvernement. Et si cela n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Donc, il y a peut-être un problème de manque de moyens suite à ce que nous suivons chaque jour, puisqu'on apprend chaque matin, quand je me réveille... Mais lorsqu'on parle de la vision n'est pas qu'une idée. La vision doit aussi venir avec d'autres éléments. La vision, c'est d'abord la manière... Pour la rendre efficace. La vision, c'est d'abord la manière dont vous voyez les choses. Comme vous voulez, vous désirez. Je me dis, je voudrais construire des routes. Je pense que ces routes seront ceci. C'est ma manière de voir. Et ça ne peut pas que se limiter de la manière. Ça doit maintenant être accompagné par des moyens, par une bonne politique de gestion qui permettra à ce que ce que vous avez conçu soit réalisé, soit matérialisé. On parle ici de la gratuité de l'accouchement. Ben écoutez, ça va se passer comment? Il faille qu'il y ait des moyens, puisque ces médecins et ces personnes de santé qui sont censés à être là, ils doivent être payés, ils doivent être accompagnés. Ces enseignants qui doivent former, ils doivent être accompagnés. Est-ce que quand nous lançons des projets, quand nous lançons des programmes qui n'aboutissaient pas, enfin, c'est des morts-nés, est-ce que nous avons réfléchi avant de lancer ces programmes? Donc je disais qu'il faut des moyens pour accompagner votre vision, votre manière de faire les choses. S'il n'y a pas de moyens, s'il n'y a pas une bonne politique qui est mise en place, c'est très difficile de pouvoir l'accompagner. D'autant plus que je venais de vous rappeler ici, chaque matin, on n'écouterait que des détournements qui seraient dit par l'inspection générale des finances, etc. Tel ministre aurait volé, ceci a détourné l'argent de l'État. Et on ne peut pas dire que l'État n'a pas de moyens. L'État a des moyens. Mais ces moyens sont détournés. Et ça pose un sérieux problème. Même nous, au sein de l'Union sacrée, il nous est difficile à certains de défendre ce qui ne peut pas être défendu. Lorsqu'on détourne l'argent de l'État, qui devrait servir à acheter des bus, qui devrait servir à améliorer les conditions de la vie de la population, et vous vouliez que les choses puissent avancer, ça poserait un certain problème. Et en ce moment-là, quel devient l'Union sacrée et le chef de l'État? Le problème, c'est lui qui doit donner l'impulsion. Le problème aujourd'hui, moi je l'ai toujours dit, le chef de l'État doit avoir, comment dirais-je, doit être celui qui doit sanctionner en premier. C'est lui, au fait, qui doit remettre tout sur les rails. Lorsqu'il a tendance à regarder, à observer, en passant qu'il a les temps n'est-ce pas, que les choses peuvent changer d'elles-mêmes. C'est très difficile que les choses changent d'elles-mêmes. Nous avons vu dans ces pays, lorsque Moussé de Laurent Désiré Kabila est devenu président de ces pays, on n'a pas attendu que les choses soient bousculées, etc. C'était juste la politique qui avait été mise en place, et il y avait de la rigueur et tout était remis en ordre. Et c'est ce qui manque au président de la République, la politique de la sanction. On écoute l'inspection générale qui fait son travail, de dénoncer les détournements. La justice qui est incapable de pouvoir arrêter, puisqu'on aurait appris que tel appellerait. Et quand on va fouiller, voir qui appellerait, c'est peut-être l'un de la famille biologique, c'est peut-être l'un des partenaires.
ça pose un sérieux problème. Et c'est ce qui fait que les choses ne puissent pas avancer en République démocratique. Moi, je crois qu'ici, le président de la République doit jouer son rôle, puisqu'il est le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est défini clairement dans la Constitution. C'est lui le garant. Quand toutes les institutions ne fonctionnent pas, c'est lui que nous allons voir. La population ne va pas parler de Modeste Bahati ou de Vital Kamere, ou Merci la population beaucoup. parlerait du président de la République, qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. Il doit taper dur. Sans cela, je crois que nous serons simplement en train de tergiverser et rien ne va avancer. L'actualité, c'est aussi le grand concert de samedi dernier du pasteur Mike Kalambayi. Eh bien, le concert a tenu toutes ses promesses car l'homme a pu mobiliser un grand nombre de Cunois qui se sont déplacés pour prendre part à ce grand concert. Eh bien, le show a été assuré par l'homme de Bissengoya Lola. Eh bien, il a interprété tout ce tube à succès, c'est qui lui a permis de faire sa grande entrée dans la cour des grands. En tout cas, on ne va pas revenir sur ça parce que vous avez eu à suivre toutes les images et même les scènes de jouissance qu'il y a eu au stade de Martigues qui s'est transformé en un lieu de culte. Eh bien, ce qu'on déplore, ce sont les morts après ce culte. Eh bien, il y en a 9. Et le gouvernement congolais attend établir des responsabilités à tout le niveau. Je vous convie de regarder cette vidéo, puis on revient ici pour décrypter. Nous avons responsabilisé le gouverneur de la ville avec Madame la ministre des Affaires sociales de s'occuper des victimes, faire la suite sur les victimes parce qu'on a enregistré au cours de cette réunion malheureusement 9 morts, plusieurs blessés. Donc il va falloir rapidement les identifier et se rassurer qu'il y a une prise en charge nécessaire. Ils le feront en accompagnement des organisateurs de l'événement qui nous ont rassurés, nonobstant ce que vont nous dire les enquêtes, qu'ils avaient souscrit à une assurance et qu'ils prennent la charge des victimes. Nous, on doit se rassurer que tout cela va se faire selon les normes. Nous avons aussi pris l'engagement de veiller à ce que la réglementation sur ce type d'événement soit renforcée. Et ça, c'est le travail du gouvernement. Provisoirement, il a été levé l'option de suspendre toute activité non sportive dans le stade des Martyrs et le stade du 20 mai. Sur les enquêtes, je n'en ai pas parlé. Tous les services étaient là, ils nous ont fait un rapport verbal sur la situation qui va nous permettre à nous aussi de faire rapport à l'autorité. Mais tous ont été mis à disposition de l'enquête ouverte depuis hier et nous pouvons vous rassurer que nous allons suivre tout cela de très près avec le ministre d'État à la Justice et Garde des Sceaux pour que dans un délai le plus bref, les responsabilités tant pénales que civiles soient établies et que justice soit faite. Nous avons pour première responsabilité de sécuriser nos populations. Donc nous ne pouvons pas arriver à comprendre et à considérer que les organisations festives s'organisent aussi longtemps que les vies humaines, les vies de nos concitoyens, de nos populations, de nos enfants soient mises en danger. Donc pour préserver tous ces risques, provisoirement, nous suspendons toutes ces activités. Il va falloir que les mécènes et les artistes puissent aussi réfléchir sur d'autres lieux, des lieux plus sécurisés, en attendant, s'ils ont l'ambition d'organiser, c'est vrai que c'est les vacances, c'est vrai que nos enfants ont besoin de se divertir, mais en ce qui concerne ces deux lieux qui, d'après certains rapports, sont des lieux à risque pour de telles activités, cela est suspendu et ça sera respecté. Le ministre de la Justice est là et il va suivre de très près tout cela. Eric Tsouaka, le Congo n'en finit pas de compter ses morts. À l'Est, on tue. À Kinshasa, l'insécurité urbaine est grandissante encore. Même le concert qui commence à ôter la vie à des Congolais. On déplore de morts lors du concert de Fally Ipupa, 11 morts. Pour celui de ce samedi, on en compte 9. Est-ce que cela était prévisible selon vous?
Écoutez, la question que je me pose, est-ce que la responsabilité est de cette comment dirais-je, organisation Madjabou qui aurait produit au Stade des Martyrs un artiste Mike Kalambay? Est-ce que la responsabilité est du gouvernement qui devrait en principe, dans son rôle de sécuriser la population? Est-ce que la responsabilité, c'est de ceux qui ont, en fait, des responsables du Stade des Martyrs, puisqu'ils savent la capacité d'accueil C'est du 80 000 Stade des Martyrs, places c'est 80 assises. 000 places assises. Alors, ceux qui ont vendu les billets, ont-ils vendu conformément à la capacité d'accueil? Lorsque ces organisateurs sont allés voir les autorités pour la sécurisation, pour sécuriser ce qui doit être fait de ces côtés, ont-ils exactement dit au gouvernement ou à ceux qui géraient, n'est-ce pas, le stade, qu'ils auront 80 000 ou 85 ou 90 000 personnes? Et s'ils ont vendu les billets au-delà des 100 000 personnes, est-ce qu'il y avait-il la politique stratégique de sécuriser la population? Ce sont des questions que nous sommes en train de nous poser. Alors, à qui la responsabilité? Je crois que la responsabilité incombe aux organisateurs, n'est-ce pas, de cette activité, mais aussi ces administrateurs Le du Stade des vice-premier ministre en Martyrs. charge de l'Intérieur dit en tout cas travailler dessus pour établir des responsabilités tant pénales que civiles. Je crois que l'artiste avait demandé à ce que le stade soit sécurisé pour permettre à cette population de venir adorer Dieu. Mais le problème qui se pose, c'est ceux qui ont organisé cette activité. Je parle des administrateurs au niveau du Stade de Martyrs. Ce sont eux qui avaient ces rôles-là de pouvoir dire peut-être à Madjabou, voilà, le stade a la capacité, peut-être on peut aller peut-être à 90 000 personnes ou 100 000 personnes, on ne peut pas aller au-delà et tout ça, pour permettre à ce que l'on puisse fermer le Stade du Martyrs. Ils ont laissé que la population accède à cela et voilà ce qu'il y a eu Dont la responsabilité pénale impose... La responsabilité, moi je crois qu'ici, ce n'est pas pour l'artiste, puisqu'aujourd'hui je vis l'artiste Mike Kalamba qui serait tiré sur les réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas l'artiste de sécuriser la population au Stade de Martyrs, ce n'est pas son travail. Lui est un artiste, il a demandé à cette population de venir pour adorer les seigneurs. Maintenant, c'est à ceux qui organisent cette activité-là, Madjabou, qui, elle, sait, cette organisation sait réellement que le Stade de Martyrs a une capacité de 80 000 personnes. Ceux qui sont en train de superviser le Stade de Martyrs, de gérer le Stade de Martyrs, ils savent la capacité. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à une organisation au Stade de Martyrs où il y a des morts, puisque nous en avions déjà assisté lorsque M. Fali, pour parler de l'artiste, avait joué au Stade de Martyrs. Et quand on verse dans une sorte de compétition, ça devient dangereux et on risque encore de compter les morts. Le problème Et c'est ça même le plus grand problème. n'est pas de la compétition. Les artistes ont leur devoir. De la concurrence, la compétition Ça, ce de n'est pas- remplir les stades. Là n'est pas un problème. Coûte que coûte. Là n'est pas un Et problème. aller même au-delà des Là n'est pas capacités un problème. d'accueil. Le problème, c'est ceux qui gèrent les stades de Martyrs et comment dirais-je, l'État congolais qui est censé à la protection de ces citoyens-là. L'artiste fait son travail, il doit gagner le pain, parce que c'est son travail, c'est son gagne-pain, il doit faire cela, mais l'État est habilité à assurer la sécurité. Les organisateurs, ceux qui sont censés à gérer les stades des Martyrs, sont censés à savoir la capacité d'accueil pour protéger. Lorsque eux acceptent que les billets soient vendus, plus de 100 000 billets, plus de 180 000 billets, ils s'attendent à quoi? Donc le problème revient à ceux-là qui ont accepté qu'il y ait, c'est-à-dire une panoplie de personnes qui ont envahi les stades sans savoir où ces personnes peuvent se mettre pour écouter l'artiste. Donc les responsabilités sont à ces administrateurs qui devraient répondre devant les actes. Ce n'est pas l'artiste, n'est-ce pas, c'est pas lui qui a prémédité ce qui est arrivé. Et je crois que, je dirais ici, les administrateurs ont failli dans leur mission de l'organisation et tout. Donc ça n'a rien à voir de, comment dirais-je, de l'artiste. Ici, il faudrait protéger l'artiste. J'aurais écouté ici qu'on aurait interdit à ce que qu'il n'y ait plus d'activité non sportive. Mais écoutez, qui perd? C'est encore l'État qui perd, puisque je sais que lorsqu'il y a des activités qui sont organisées là-bas, il y a des moyens que l'État gagne, ça permet que l'on puisse faire autre chose, etc. Donc, c'est d'abord... Et il y a le ministre de la Santé qui a parlé tantôt de la faille de l'organisation. Je ne crois pas. Ça, simplement, c'est nous jeter de la poudre aux yeux, puisque ce n'est pas Madjabou qui devrait définir la capacité d'accueil. Ce n'est pas Madjabou de définir cela. C'est à ceux qui organisent, en fait, ceux qui sont censés, comment dirais-je, gérer les stades, de le faire. Ce n'est pas Madjabou. Madjabou peut dire, nous avons besoin de 200 000, 300 000 personnes. Mais lorsque votre capacité d'accueil ne permet pas à ce que vous puissiez avoir 200 000 personnes, c'est à vous de réglementer cela. Ce n'est pas d'accepter d'avoir l'argent
et n'est pas assuré la sécurité. Merci beaucoup. Donc je sais que Madjabou avait travaillé avec, puisque nous avons vu celui qui patronne la police dans la ville province de Kinshasa, il était au stade, j'aurais appris qu'il était au stade. Comment il était qu'ils n'ont pas su assurer, puisque la capacité d'accueil était limitée, mais ceux qui ont accepté de vendre les billets ont accepté de faire entrer la population, et voilà où nous en sommes. Et donc je crois qu'ils doivent réorganiser cela, ils doivent restructurer cela. Sans cela, je crois que même la décision qu'ils ont prise, ça sera une décision vaine, ça ne va rien apporter. Merci. Le VPM en charge de l'intérieur, Jacques Chabani, dit ou s'engage à établir des responsabilités tant pénales que civiles. Le ministre de la Santé parle de la faille de l'organisation. Est-ce que tout ceci frise enfin la fuite des responsabilités? Si nous n'étions pas dans une république bananière, le ministre de l'Intérieur devait déjà démissionner depuis 3 jours. Mais nous sommes dans une république bananière et donc on vient raconter des bobards à un peuple supposé ne rien comprendre. Le prérogatif d'assurer la sécurité de personnes et des biens incombe exclusivement à l'État. Ce n'est pas un label de le faire. C'est quoi? Ce n'est pas un label de le faire. Label Madjabou. Non mais attendez, suivez d'abord les raisonnements. Ça n'a pas de sens. Là, vous confiez à un privé le pouvoir qu'il n'a pas de sécuriser les publics. Je parle de public. Seul a la responsabilité de sécuriser les publics et ses biens, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Ne me dites pas, ça incombe à un label, à un... Non, mais moi, je serais très inquiet. Si pour assurer ma sécurité, ça dépendait de X, Y, Z. Non, c'est au gouvernement que revient cette prérogative. J'ai été dans ma carrière, j'ai été et directeur de cabinet du ministre des Sports, j'ai été administrateur de ces stades-là. Les stades avant chaque événement. Je ne peux pas comprendre ce gouvernement qui n'est pas dans l'anticipation et qui n'exerce pas son pouvoir à chaque événement. Et j'en ai organisé des événements, des matchs à haut risque. Congo, Égypte. Des matchs à très haut risque, nous en avons organisé. Et FIFA a ses règles qu'il faut respecter. Et au niveau du Congo, il y a l'implication obligatoire du gouvernement. Parce que c'est au gouvernement d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Donc nous avons des réunions. Nous avons des réunions avant l'événement. Nous avons des réunions sur la table, sont réunis le gouvernement national, le gouvernement de la ville de Kinshasa, la police nationale et l'organisateur et l'administrateur du stade et le ministère de sport. Et c'est en commun accord qu'on décide le nombre de billets à vendre. En commun accord. Mais sous le contrôle de l'État. Vous pouvez aller imprimer les billets, vous revenez sur la table avec ces billets. Ces billets sont estampillés par l'État, par l'intermédiaire de la police. Donc c'est à l'État de contrôler. Le stade de Martyrs a 80 000 places assises, 20 000 places debout. Il y a 2 matchs où on nous disait, ce sont les règles de la FIFA, pas des personnes debout. Et donc quand on dit 80 000 places assises, ça veut dire qu'il peut toujours avoir un petit dépassement de 4 5 000 personnes. Alors, la question, c'est aussi de savoir, parce qu'il y a eu au moins 4 grands concerts qui se sont déroulés dans la même enceinte du stade de Martyrs. Fally, Poupa, Ferregola, 2 artistes gospel, Mike Kalambaye et Moïse Mbiye. Pour Fally Poupa et Moïse Mbiye, il n'y a pas eu de mort. Pour Ferregola et Moïse Mbiye, il n'y a pas eu de mort. Mais pour Fally et Mike Kalambaye, il y a eu de mort. Comment l'organisation a-t-elle été faite? À quel niveau, justement, l'organisation a failli? Moi, je ne sais pas expliquer l'organisation à quel niveau elle a failli. Moi, je connais seulement parce que comment est-ce que pour le concert de Fally, il n'y a pas eu de mort? Mais moi, je ne sais pas. De faire, il n'y a pas eu de mort? Moi, je ne sais pas. Peut-être que pour ce concert-là, l'État a joué son rôle. Moi, je ne sais pas. C'est à l'État de sécuriser les publics et leurs biens. Peut-être que pour ce concert-là, l'État a joué son rôle. Mais en tout cas, pour les cas des concerts qui ont fait de morts, l'État est en faillite et le ministre de l'Intérieur doit démissionner. Si nous sommes dans un pays sérieux. Parce qu'on ne peut pas comme ça, a posteriori, quand déjà les morts sont là, venir et dire « je suspends les activités, je suspends ». Non, il faut anticiper. Il faut anticiper. Qu'est-ce qui s'est passé sur la table des négociations? Vous ne venez pas au stade de Martyrs comme ça, j'étais administrateur. Vous ne venez pas au stade de Martyrs, moi administrateur, vous me payez l'argent, demain les spectacles commencent. Non, non. Et les tests sont stricts.
Il faut qu'il y ait des réunions entre la ville, entre le gouvernement, et sur la table, il faut qu'il y ait le stade, l'organisateur et les ministres parce que ce sont des infrastructures à disposition du ministre des Sports. Et nous avons une clé de répartition. L'argent est réparti selon une clé de répartition. Dans cette clé de répartition, l'État a sa quotité, la ville a sa quotité, la police a sa quotité, et le stade a sa quotité. L'administration et le ministère des Sports à sa quotité. Et chacun joue son rôle autour de cette table-là et c'est contrôlé. S'il y a eu des failles, les failles sécuritaires sont incombées exclusivement à l'État. Les failles sécuritaires exclusivement à l'État. Et donc c'est au ministre de démissionner qui nous dit j'ai suspendu, que le ministre de la Justice venir nous dire les organisateurs sont responsables. Non, ça c'est une fuite des responsabilités. Il faut savoir assumer ses responsabilités. L'organisateur, il n'amène pas les billets d'entrée dans sa maison et commencer à vendre. C'est toujours sur décision collective avec l'État qu'on émet des billets. Alors, si l'organisateur l'a fait dans son coin, comme semblent le dire les ministres de la Justice, ça veut dire que c'est l'État qui n'a pas joué son rôle. Ça veut dire que c'est l'État qui n'a pas joué son rôle. Donc, l'État tire les responsabilités des autres. C'est là que c'est choquant. Les responsabilités de l'organisateur, les responsabilités de Mike Kalemba, même l'artiste. J'ai entendu que même lui... Alors qu'il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Les responsabilités en termes de sécurité incombent exclusivement à l'État. Donc c'est à l'État d'enterrer ces morts-là et d'indemniser les familles. C'est aux familles d'aller en justice contre l'État qui n'a pas su assurer ses prérogatives sécuritaires. Et si par contre le label Madjabou qui veut prendre cette responsabilité d'enterrer dignement ces familles et prouver et d'indemniser les familles des victimes? Mais c'est parce que nous sommes dans une république bananière où personne n'assume les responsabilités qui sont les siennes. Le gouvernement ne veut pas et on balance ça avec la pression populaire. Tout le monde pense que c'est l'organisateur. Non! En termes de sécurité, ce qui s'est passé, c'est l'État qui a failli. Merci beaucoup. Alors, à la prison de Makala, ça bouge un peu. On se pose la question, est-ce que allons-nous vers un début de changement des conditions carcérales? Le samedi dernier, il y a eu 421 détenus qui ont quitté les centres pénitentiaires le plus grand de la République démocratique du Congo. Les ministres de la Justice, Constant Mutamba, s'attellent sur ces dossiers afin que les conditions carcérales changent ici en République démocratique du Congo, comme vous pouvez bien le voir sur ces images. Rick Tsouaka, est-ce que nous allons vers un début de solution? Est-ce que le ministre de la Justice est en train de frapper un grand coup? Je crois que le ministre de la Justice a cette volonté de voir les choses changer. D'autant plus que le chef de l'État avait dit clairement que la justice est malade. Il faudrait réellement soigner cette justice. Ça passe par le changement des conditions. Évidemment, mais ça ne passe pas simplement ça. Il ne faut pas qu'il y ait simplement des actes isolés, mais il faudrait qu'il y ait ce que nous appelons des réformes évidemment structurelles qui permettraient à ce que cet appareil qui pose des sérieux problèmes puisse changer en République démocratique du Congo. Je crois que Mutamba, c'est un jeune comme nous autres que nous soutenons. Nous voyons qu'il a de la volonté, déterminé, mais il doit aller au-delà de ça. Il faut construire des prisons avec des prisons modernes, parce que nous voyons ici à Makala, il faut réhabiliter, et certains sont arrêtés injustement, sans procès, que ce soit ceux qui ne sont pas politiques, puisqu'il y a aussi ceux qui ne sont pas politiques, qui sont arrêtés sans procès, que nous voyons, que nous connaissons, puisqu'il y avait la loi du plus fort qui primait. Et donc je crois qu'il faut beaucoup de réformes. Je tiens à les féliciter. Je crois qu'ils sont des actes à pouvoir encourager. Il doit aller au-delà de ça. Il a le soutien de toute la population. Je crois en cet homme et il a notre soutien, il faudrait le dire ainsi. Et donc, ce sont des actes à pouvoir encourager, mais je voudrais qu'il y ait des réformes. On ne peut pas que se limiter dans ça. Et ceux qui sont cités dans les dossiers des détournements, il faut qu'ils soient exactement arrêtés. J'ai écouté Mutamba dire qu'il va le faire. La prison centrale de Makala sera remplie de détournaires. C'est ce que nous voulions voir. Et il doit maintenant être accompagné par la première institution, l'institution président de la République, qui veut voir clair. Si le chef de l'État a vraiment besoin que sa vision soit prônée et que lui nous avait dit
envie que tous ceux qui seront dans le bavire, qu'ils soient son frère, sa sœur, seront arrêtés. Nous voulons voir des gens être arrêtés. Pas simplement être arrêtés, l'argent qui a été détourné, on doit voir cet argent. Est-ce que tout ceci ne relève pas restitué. du cosmétique quand on sait que la justice reste malade et que pendant qu'il y a 400 qui sortent de la prison de Makala, il y a peut-être 50 ou 500 qui y entrent le même jour? Mais c'est pourquoi j'ai parlé des réformes structurelles qui vont permettre à ce que Moutamba puisse avancer. Il y a des actes qui sont faits, des actes qu'il pose qui sont un peu isolés, qui tantôt il veut voir clair avec les amendes au niveau de la justice, ce que nous félicitons. J'ai vu Moutamba nous dire que nous étions dans un pays où on n'avait pas de sceaux. C'est quand même honteux pour nous, pour toute une république démocratique du Congo. Il lui met en place le sceau. C'est-à-dire pendant plus de 30 ans, 40 ans, je ne sais pas moi, comment n'avions-nous pas eu cela. Donc il y a des choses qu'il tente, mais il faut que ça passe. Est-ce qu'il par s'attelle sur des vrais problèmes? Mais de vrais problèmes, c'est avec les réformes. Ce qu'il pose, ce sont des actes isolés, que je dirais, qui sont à applaudir, à soutenir. Mais il faut qu'il y ait qui ne sont pas minimisés. Qui ne sont pas minimisés. Ce sont des actes, en fait, il lance des mots forts. On sent qu'il veut changer les choses, mais ça doit passer par des réformes. Il doit être accompagné par les députés nationaux qui doivent faire leur travail, qui sont habilités à pouvoir les faire pour accompagner ces secteurs-là. Il faut qu'il y ait des propositions pour permettre à ce que la justice fasse exactement son travail. Ceux qui sont cités que ce soit ceux qui sont dans les détournements, ceux qui sont cités dans la complicité avec ce que nous vivons dans la partie est de la République, nous voulons voir clair. Donc je crois que Moutamba doit passer par des réformes, il doit passer par la restructuration, la réorganisation de la justice, et ça va permettre à ce que ça puisse avancer. Mais moi, je tiens à les féliciter puisque je sens chez Constant Moutamba quand même qu'il y a des choses qu'il pose, que l'ancien ministre qui a précédé, comment elle s'appelle, Rose Mutombo, qu'on a réellement senti rien du tout. Elle a fait pratiquement plus de 3 ans, rien n'a marché dans ces secteurs. Rien, elle était partout sauf là où elle devait être. Que le chef de l'État lui-même a traité de la justice, de sa propre justice, de malade, puisque lui-même, le chef de l'État, n'a pas senti la force de la justice, alors que la justice doit accompagner tous les secteurs, que ce soit l'économie, que ce soit la santé, ça doit accompagner aussi la population congolaise qui est censée à ce que la justice soit faite, la vraie justice, qu'on dise la vraie justice, pas une justice qui est, comment dirais-je, maquillée, il faut protéger le plus fort, il faut sacrifier les plus faibles, c'est ce que nous ne voulions pas, et je crois que Moutamba est en train de se battre, il faudrait maintenant les pousser à évoluer bien et à l'encourager. Il y a de quoi en tout cas espérer si vraiment ce qu'on est en train de faire c'est justement pour changer des conditions et non pas pour être sous le fait de projeter tout simplement. Pati Katanga, vous voyez le ministre Constant Moutamba aller jusqu'où? D'abord, il n'y a pas de politique carcérale au Congo, il n'y a pas de politique de justice au Congo. Il n'y a pas de politique judiciaire, il ne fera rien, il n'ira nulle part. Et je pense que même, il va gêner tellement des intérêts que je ne le souhaite pas pour lui, mais je pense qu'au prochain remaniement, ça sera out. Il sera sorti du gouvernement. Parce qu'il ne peut pas casser un système qui se protège et qui n'a pas envie d'être cassé. Donc, c'est l'élément qui vient casser le système qui sera cassé. C'est la logique. Lorsque le président de la République vous dit ici, il dit la justice est malade, mais je me demande, quel est le vrai malade? Ce n'est pas le président de la République qui doit apporter des réformes et sortir la justice de sa maladie. C'est à lui la responsabilité. C'est lui le garant, article 79, je crois, le garant de bon fonctionnement des institutions. La justice en étant une, c'était à lui de mettre les moyens, tout ça, que de venir se plaindre, lui, qui devait mettre des moyens pour que la justice fonctionne, mettre en place des réformes, que lui vienne nous dire, nous, citoyens, la justice est malade. Est-ce qu'il nous sommes en danger. Il se plaignait de la justice ou de oiseaux rares dont il a besoin peut-être pour faire décoller le pays? Quel oiseau rare? Maintenant, là, il en trouve un peut-être, hein? Avec Constant Moutamba. Non, épargnez Constant Moutamba. Je vous ai dit qu'au prochain remaniement, il sera out. Parce que le système est fait que c'est un système mafieux à tous égards. Notre pays est gangréné par la mafia à tous égards. Nous devons tous, collectivement, lutter contre la mafia. Dans chaque domaine de notre pays, il y a des problèmes mafieux. Vous allez à la commune pour chercher l'attestation de naissance d'un enfant.
On vous ramasse depuis la porte de l'enceinte, depuis l'entrée de la commune, pour vous aller vous donner un vrai faux papier. C'est plus rapide pour vous. Et il y a la signature du bourgmestre. À se demander comment la signature du bourgmestre. Donc vous comprenez que notre pays est gangréné par la mafia. Tous les secteurs sont gangrénés par la mafia. Il faut commencer par casser cette spirale. Si nous ne cassons pas cette spirale, Kosta Mutamba, ça sera une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans l'océan qui, au prochain remaniement, puisque les systèmes mafieux veulent se protéger. Nous en tenons quand même à ce qu'il fait. Il fait ce qui est possible. Je ne vais pas me focaliser Est-ce que quand même c'est encouragé? Moi, je ne vais pas me focaliser à un individu. Non, je refuse ces débats-là. Moi, mon combat, ce n'est pas contre un individu. Moi, mon combat, c'est contre un système. Les institutions ne sont pas animées d'elles-mêmes. Elles sont animées par des individus. Je dénonce le système. Vous me dites un individu. Mais les autres sont où? Ceux qui opèrent chaque matin des détournements de deniers publics et qui prennent l'avion, qui vont ailleurs. Ceux-là sont où? Quand on les mettra en prison, j'ai appris qu'on a mis un DG de l'ONATRA en prison. Mais il n'est pas le seul. Il y a des gens en liberté qui doivent être en prison. Maintenant, le problème de Mutamba, quand on va là-bas, on a libéré 400 et quelques. C'est du cosmétique. On a libéré qui? Parce qu'attention, nous demandons l'amélioration des conditions d'incarcération. Pas la libération. Non, attendez, on libère qui? Si on libère les Koulouna, parce qu'il y a la clameur publique. Mais on ne libère pas pour libérer, c'est suivant un critérium. Attendez. On veut faire du cosmétique, c'est pour ça que j'ai dit, on vient libérer, il faut qu'on nous dise, on libère qui et pourquoi? On les libère maintenant et ils étaient en prison, pourquoi? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Si vous venez libérer, les Congolais ne demandent pas la libération, ni la communauté internationale, parce qu'ils ont vu les images de Boujakera. On demande l'amélioration de conditions de détention des Congolais. Parce qu'on mesure les degrés de la civilisation d'une nation dans la façon où cette nation-là traite ses prisonniers. Si on traite les prisonniers tels que les images que nous avons vues, nous sommes pires que des animaux. Le ministre dit que le prisonnier mange 2 ou 3 fois par jour. Maintenant, si vous libérez, vous prenez la décision de libérer, vous devez savoir vous libérer qui? Parce qu'il ne faut pas libérer les bandits des grands chemins qui mettraient en danger la sécurité des paisibles citoyens. Ça aussi, c'est un problème. Nous, on demande l'amélioration des conditions, pas la libération des prisonniers. Donc, le plus grand travail, on doit le faire de l'extérieur, pas de l'intérieur. Le plus grand travail, c'est amener des réformes au niveau de la justice. Que la justice fasse correctement son travail. Ceux qui méritent en prison, leur place est en prison. Parce que je constate qu'il y a des détourneurs qui sont en liberté, alors que leur place est en prison. Il y a des détourneurs de fonds publics qui sont en liberté, donc des Koulouna en cravate, alors que leur place était en prison. Maintenant, on libère les Koulouna, le pauvre Koulouna, mais on laisse dehors les Koulouna en cravate. Donc, il va y avoir une jonction entre les vrais Koulouna libérés, entre les Koulouna pauvres libérés de la prison, et là en machette, qui vont venir nous attaquer. Entre-temps, on laisse en liberté le vrai Koulouna en cravate, qui, eux, chaque jour nous saignent les caisses de l'État. Ça veut dire que le pays ne s'en sortira pas. Il faut mener une réforme de la justice qui soit une réforme d'efficacité, qui va mettre la justice au service de la nation, au service des Congolais, parce que les Koulouna en cravate doivent être en prison. Si on veut libérer les Koulouna en machette, il faut au cas par cas. Il ne faut pas les libérer par la clameur publique. Parce que si vous les libérez, vous devez avoir une politique d'insertion. Comment vous allez les insérer dans la société? Avez-vous préparé après leur prison? Vous les libérez après la prison. Vous les laissez dans la rue. Mais ils reprennent les machettes demain. Et nous sommes toujours en danger. C'est un problème très complexe. Il faut mettre des moyens. Il faut les réformes de la justice. Mais malheureusement, je constate que ce gouvernement n'a pas de politique judiciaire, n'a pas les politiques carcérales, et les moyens que le Congo dispose sont dilapidés dans les détournements des deniers publics. Le ministre Kosta Mutamba est en tout cas sur tout le front. Il veille contre le bandit financier, contre le bandit contre les bandits de la République, ou encore les traîtres, les rebelles, eh bien, ceux qui prennent les armes contre leur propre pays. Et aussi, en tout cas, il tient au changement des conditions carcérales dans nos prisons en République démocratique du Congo. En ce qui concerne le traître de la République, Kosta Mutamba travaille. Il veut que la République retrouve sa quiétude de la paix. Et en tout cas, il faut décourager
tous ceux qui auraient les intentions de prendre les armes contre leur pays. On les décourage comment? Par le procès. Par le procès. Par le procès. Le Congo a un problème. Ce procès va régler le problème à l'Est d'insécurité. Le problème de la guerre à l'Est. Vous ne croyez pas du tout en ce Non, procès? D'abord, laissez-moi développer. D'abord, il y a un problème sérieux de vision. Si ces gens-là, vous voulez les dissuader, vous ne leur donnez pas une tribune. Ils ont eu la tribune de décliner la vision de M23. Vous leur donnez la tribune de décliner la vision de M23. Et puis des deux, vous n'avez pas le moyen d'aller arrêter ceux que vous jugez là-bas à l'est de notre pays. A-t-on une police capable de prendre Corneille Nangaa demain de l'amener ici, à Kinshasa? Nous n'avons pas une police capable d'exécuter la décision de la justice qui sortira. Donc, ça veut dire que nous prenons les problèmes par le mauvais bout. Le problème est éminemment politique. Le problème est éminemment politique. Il faut les traiter politiquement, que de faire de procès qui, les gens viennent décliner la vision du M23. Bon, maintenant il y a un problème. Il y a des gens qui devaient être dans le box des accusés. Le ministre Kankonde, l'ancien ministre de l'Intérieur, le président de la République lui-même à la RTNC, Urbi et Torbi, nous dit que le M23 était ici au Congo et ils avaient été reçus par son ministre de l'Intérieur. Le président de la République dit que lui avait refusé de les recevoir. Attends, les terroristes, comme on les traite là-bas, les terroristes sont venus ici et sont reçus par un ministre du gouvernement. Maintenant que vous jugez les terroristes, ce ministre du gouvernement n'est pas dans les box des accusés. Ce ministre de l'Intérieur, ministre du gouvernement, oui, n'est pas, ancien ministre du gouvernement, n'est pas dans les box des accusés. Mais il y a un problème. Deuxièmement, Ibalanki. Ibalanki, c'est celui qui gère la commission de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais c'est lui qui avait écrit la lettre au procureur général de la République de surseoir les poursuites contre les animateurs du M23. Il doit venir au box des accusés, nous expliquer quel est le fondement. Quel est le soubassement qui a fait que lui écrive une lettre au procureur général de la République pour surseoir les poursuites contre les animateurs du M23. Et puis, je vais dire, pourquoi chaque jour, nous prenons des responsabilités dans notre maison. Quand nos enfants ne travaillent pas bien à l'école, ils rentrent, nous prenons des décisions. Nous prenons des décisions punitives. Au nom de quoi le président de la République serait exempté des responsabilités? Au nom de quoi le président de la République serait exempté des responsabilités? Qui a nommé le ministre Kankonde? Qui a nommé le ministre Kankonde pour que lui, à son tour, reçoive des terroristes du M23 ici à Kinshasa? Si ce n'est pas le président de la République. Le président de la République doit aussi s'expliquer. Comment est-ce que les terroristes sont venus ici? Ils ont été reçus par un ministre du gouvernement et puis ils sont repartis. Ils ont habité avec nous ici. Et lui, le président de la République dit qu'il était au courant, mais il ne les a pas reçus. Il faut qu'on nous explique. Le président de la République doit aussi assumer ses responsabilités. Les Congolais l'ont placé là pour qu'il soit responsable et non pour qu'il soit quelqu'un qui, à chaque difficulté, est irresponsable. Merci. Eric Tsouaka, vous voyez la lumière au bout du tunnel? Écoutez, avec ces procès contre Nangaa et ses complices. D'abord, je veux faire un pas en arrière. L'amélioration des conditions de la prison veut aussi dire libérer ceux qui ont été arrêtés injustement. C'est aussi une sorte de l'amélioration. Puisque lorsque vous êtes arrêté sans un procès... Là, il faut étudier, il faut aller par cas par cas. Évidemment, il y a ce qu'on attend par la présomption d'innocence lorsque vous avez été arrêté sans un jugement. Comment on va arrêter quelqu'un sans un procès? Et cette personne fait 10 ans en prison sans un procès, puisque celui qui l'a fait arrêter est un homme plus fort. Alors, pour améliorer les conditions, et que la personne a été... Et pourquoi on ne libérait pas, par exemple, Mama Kimokeba, parce que lui a subi la loi du plus fort de votre régime. Ça, c'est au ministre de la Justice. Il n'a jamais été jugé, c'est à peine qu'il s'est présenté devant son juge naturel. C'est au ministre de la Justice de nous dire pourquoi Mokeba et les autres n'ont pas été libérés parmi les 400 et quelques qui ont été libérés. Ça, c'est au ministre de nous le dire. Mais moi, je crois que l'acte posé par le ministre peut bousculer aussi basculer ou de pousser à un changement. C'est vrai
que mon aîné parle d'un système qui est un problème. Certainement, il faut reconnaître qu'il y a un problème qui est là, mais on peut essayer de poser des actes qui peuvent aussi faire en sorte que l'on puisse changer certaines choses. C'est possible qu'il y ait ces changements-là. Alors, la question... Vous pensez par la libération de détenus Je n'ai pas dit que ça peut changer Je n'ai pas dit chose. que par la libération des détenus. Je parlais de ceux qui ont été arrêtés sans procès. Il faut étudier cas par cas. Il y a certains qui ont été arrêtés puisqu'ils ont commis des actes, ils ont été jugés. Ils sont coupables. Mais il y a certains qui ont été arrêtés injustement. Ils le seront encore si la justice reste toujours malade. C'est pourquoi nous avons parlé des réformes au niveau de la justice. J'ai dit qu'il y a des actes que j'encourage. C'est vrai que c'est un peu isolé, mais je peux demander à Constant Moutamba de passer par la réforme de cet Alors appareil. fallait-il commencer par là? Je parle des actes isolés qu'on peut soutenir, qu'on peut applaudir. Mais au-delà de ça, il faille qu'il passe aussi par des réformes. Mais dire que le fait de libérer ne peut pas changer, je crois que ça peut aussi apporter un changement. Puisque vous accusez quelqu'un d'avoir tué sans amener des éléments de preuve, sans apporter des preuves que c'est lui qui a tué. Vous accusez que c'est lui qui a volé sans amener des éléments pour justifier. Fatih Katanga pose la question, qui on libère? Non, on libère ceux qui, si vous n'avez pas été jugé, il n'y a pas eu de procès. Mais pourquoi doit-on vous arrêter? Pourquoi vous devrez rester toujours en prison? Alors pourquoi on ne libère pas Mike Moukebaï? C'est pourquoi j'ai dit. C'est un problème, non? C'est pourquoi j'ai dit. Si c'est dans ces critères-là, C'est Mike pourquoi Moukebaï ne devait pas être en prison. C'est pourquoi j'ai dit, c'est au ministre de la Justice. On libère sous d'autres critères. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pas les critères objectifs. C'est pourquoi j'ai dit, c'est au ministre de la Justice de nous dire pourquoi Mike Moukebaï n'a pas été libéré. Alors que lorsque le ministre de la Justice est allé en prison, il a parlé avec les prisonniers. Certains l'ont dit, nous avons été arrêtés ici sans un jugement, sans un procès. Et c'est émanant de cela qu'il a jugé bon que l'on puisse libérer certains, puisqu'il y avait des dossiers vides. Et donc maintenant, c'est à lui de nous dire... Vous pensez que le ministre de la Justice ne connaît pas le cas de Mike Moukebaï? Non, mais pourquoi dans le cas de Mike Moukebaï... Nous ne pouvons pas être dans politiser la justice. Il faut que la justice soit claire. Non, pourquoi dans le cas de... Non, il faut être logique. Il y a un problème de logique qui se pose. Pourquoi dans vraiment... le cas de Mike Moukebaï, il faut poser la question à... Non, attendez que je termine mon idée. Oui. Pourquoi dans le cas de Mike Moukebaï, oui. dans ce cas-là, et dans ce cas-là seulement, il fallait poser la question au ministre de la Justice? Je dis ceci. Mais parce que l'arrestation de Mike Moukebaï, ce que vous ne pouvez pas dire, je vais le dire moi. Oui. Parce que l'arrestation de Mike Moukebaï est une arrestation politique qui ne repose sur aucun soubassement judiciaire. Et donc sa place n'est pas en prison. Donc on laisse les gens... Non, je dois terminer mon idée. Non, vous avez continué. Vous avez continué pour les besoins des téléspectateurs. Oui. Ils doivent savoir qu'il y a des gens qui sont en prison qui ne devaient pas y être, notamment Mike Moukebaï. Maintenant, c'est pour ça que j'ai dit, si les critères sont objectifs, s'il libère, comment vous voulez soutenir que lui, il sait pourquoi il libère? Si les critères sont objectifs, mais Mike Moukebaï devait être le premier à être libéré, il n'est pas seul, il y a aussi les autres en prison. Je peux évoluer. Donc par là, j'en conclus, moi, que les critères de libération ne sont pas objectifs. Donc le ministre devait nous évoluer. Ce sont des critères cosmétiques. Devait nous donner beaucoup plus de lumière sur ce sujet parce qu'on présente Mike Moukebaï au sein de l'opinion comme le victime. Est-ce que vous savez qu'il y a certains qui ne sont pas... Vous savez qu'il y a certains qui ne sont pas dans la politique, qui ont été arrêtés injustement, qui ont fait des années au-delà de ce que Mike Moukebaï a fait, qui ne sont pas politiques, mais qui ne sont pas libérés parmi les 420. C'est-à-dire, les ministres posent des actions et ça continue. Il n'a pas dit que c'est fini. Il y a des gens qui ne sont pas qui sont apolitiques, mais qui sont arrêtés, qui ne sont pas sortis parmi les 420. Et le courage d'assumer vos propos. Moi je ne voudrais Mike pas... Moukebaï est un détenu S'il vous plaît, Fatih Katanga. Mike Moukebaï est un détenu politique. Je ne refuse pas. Vous avez du mal à prendre Est-ce que je peux évoluer? Mike Moukebaï est un détenu. Non, mais je peux évoluer s'il vous plaît. J'avais la parole. Mike Moukebaï est un détenu politique. Je peux évoluer. Ça vous l'avez dit. Ça vous l'avez dit. On ne veut pas les libérer sans l'accord du prince. Ça vous l'avez dit. Sans l'accord du prince, on ne veut pas les libérer. Mike Moukebaï n'est pas plus congolais que celui qui n'est pas politique, qui a été arrêté, qui a fait 10 ans, sans un procès. Je dis, quand nous parlons des cas de Moukebaï, puis c'est un politique, c'est un aîné que je respecte beaucoup, j'ai toujours été à ses côtés lors de... Est-ce que le politique détenu à Makala a un traitement spécial? Non, mais je crois que Moutamba veut à ce que la prison centrale soit améliorée. Il veut que les conditions soient des conditions, de bonnes conditions, puisque la prison c'est quoi? On ne vous prive que de votre liberté pour des actes que vous avez posés. Pendant un certain temps, l'État vous juge, etc. Vous êtes condamné. Et pour qu'on puisse vous rééduquer afin d'être utile à la société.
Et donc, si aujourd'hui, les actes qui sont posés par les ministres aujourd'hui, que moi j'apprécie, j'ai dit, c'est à féliciter. Nous devons l'encourager. Mais on ne peut pas que s'arrêter à ces actes-là. J'ai dit, il faut une sorte d'amélioration, des réformes au niveau de la justice qui permettrait qu'à cet appareil d'avancer. Mais les actes qui sont posés par Mike Moukiba, peut aussi changer les systèmes politiques, puisque le chef de l'État, en traitant la justice des malades, c'est-à-dire pour le chef de l'État, l'ancien ministre n'a pas aidé à ce que sa vision soit publique. La crainte des partis Katanga justifiée parce que vous risquez même de libérer le kidnappeur qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps. Attention. Vous accusez quelqu'un, s'il vous plaît, vous accusez quelqu'un d'avoir kidnappé ou d'avoir tué sans amener de preuves de ce qu'il a posé comme acte. Mais comment vous allez l'arrêter? Mais ils sont aujourd'hui à Makala. Attention. Il y a eu un procès. Non, écoutez, non. Dans les 420 personnes qui ont été libérées, je n'ai pas écouté qu'on a dit que ceux qui ont été accusés, jugés, il y a eu un procès. Nous faisons une analyse prospective. La crainte est justifiée. Lorsqu'il n'y a pas de... Est-ce que je peux parler? Non, mais il y a eu des critères. Attendez, je vous relance. Lorsqu'il n'y a pas de critères objectifs, la crainte est justifiée, c'est qu'on risque de libérer même le bandit des grands chemins. Attention, s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes comme ça, il va répondre. Non, mais je n'ai pas répondu pour le procès. Non, mais permettez-moi d'évoluer si vous voulez. 30 secondes rapidement. Vous allez avoir le temps. Trop du temps, on a compris. Ceux qu'on a arrêtés, Sans répondre pour le cas de Moukiba. Non, j'ai dit ceci. Que le cas de Moukiba, il ne veut pas dire que la justice a mis fin. C'est-à-dire qu'elle ne va pas libérer ceux qui sont détenus. Il y a des cas qui sont bien cités. Mike Moukiba, c'est vrai, c'est un politique. Nous voulons que cette personne soit libérée pour continuer son combat. Mais il y a bien d'autres qui ne sont pas politiques, qui jusqu'aujourd'hui ont été arrêtés sans procès. Cela se fera chaque semaine. Il a promis que cela se fera chaque semaine. On espère que cette semaine, il sera libéré cette semaine. Ce que l'Union sacrée a du mal à assumer, c'est que Mike Moukiba est un prisonnier politique, prisonnier du président de la République. Non, ça c'est... Nous avons bon espoir qu'il soit libéré. Et donc, pour qu'il soit libéré... Non, attendez, il dit que ce n'est pas sérieux. Non, c'est pas... J'assume ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit c'est pas ce qui est vrai. Mike Moukiba est un prisonnier politique. Non, c'est pas... Ne le pas dans son raisonnement. Prisonnier du roi Soleil. Non, c'est pas Il ne peut être libéré qu'avec l'accord du roi Soleil. Donc, par conséquent, le ministre que vous vantez, lui, il ne libérera jamais. Il n'a pas le pouvoir de libérer Mike Moukiba. Parce que s'il en avait le pouvoir, Mike Moukiba aurait été le premier à être libéré. Si il libère ce que vous dites, peut-être c'est vrai. Certainement, il y a des gens en prison qui n'ont rien fait. Ouais, qui ne sont pas politiques. Je ne suis pas contre et qui ne sont pas politiques. Oui. Je sais parce que la justice est malade, non? Dixit, le président de la République. Si la justice est malade. Donc nous avons effectivement des gens en prison qui n'ont rien à y faire. Mais je vais dire, Mike Moukiba, il aurait été le premier à être libéré parce qu'il n'a rien à faire en prison. Mais dans le cas de Mike Moukiba, c'est spécial parce que c'est le prisonnier du roi Soleil. Il ne peut être libéré qu'avec l'accord du roi Soleil. Alors si ceci s'avère être vrai, alors dans ce cas, le ministre de la Justice ne ferait rien. Il ne ferait rien parce que nous sommes dans le déni de démocratie. Dans le cas de Mike Moukiba, nous sommes dans le déni de l'état de droit. Nous sommes dans le déni de la démocratie dans le cas de Mike Moukiba. Merci beaucoup. Il peut tout faire tant que nous aurons des prisonniers d'opinion, des prisonniers politiques, des prisonniers personnels du roi Soleil comme Mike Moukiba en prison. On ne nous convaincra pas le contraire que la justice risque de sortir de sa maladie. La justice sera de plus en plus malade. Il y a Mongo qui est descendu, qui a atterri à la prison de Makala depuis vendredi dernier pour tentative de corruption. Il a tenté de corrompre le ministre de la Justice. Et donc on s'est dit, le ministre est en train de faire bouger les lignes. On espère que ça continue. Le ministre a promis que chaque semaine, on va commencer à évaluer. Il y a certains prisonniers qui ont été arrêtés sans procès, qui seront libérés. C'est-à-dire, le ministre est en train de poser des actes. Je l'ai dit, il faut les féliciter. Alors, nous espérons que cela s'inscrive dans la durée. Il ne faudrait pas ici, c'est vrai qu'il ne faudrait pas mélanger la justice et la politique, puisque ça ne va pas développer la nation. Je crois que les ambitions de Constant Moutamba, c'est que cette justice soit une justice indépendante. Et c'est ce que nous voyons. J'ai vu ce qui est fait lors du procès de Corneille Nangaa, bien que certaines personnes disent tout ce qu'ils peuvent dire. Moi, je crois que ce procès a été un procès pédagogique, d'abord pour permettre à ce que les gens comprennent la véracité de ces Quand on donne la tribune à l'AFC de présenter ses projets aux Congolais, non mais attention, vous appréciez ça? Ça nous a permis de comprendre aujourd'hui. C'est vrai que nous parlions, nous disons que le Rwanda était celui qui
créer la terreur en République démocratique. Mais on le sait du Congo. depuis des années. Évidemment, c'est ce que nous disons. Et l'Ouganda, Et il y avait quelque chose de nouveau. Il y avait de nouveau dans ce procès. Nous regardions l'Ouganda avec, je dirais, 60% des considérations. Mais lorsque nous avions appris que le fils de Museveni était l'un des partenaires de l'AFC, ça laisse à désirer. Ça, vous vous fiez à ce que dit celui que vous qualifiez de traître, non, attention, de rebelle. Ça nous permet, ce procès a permis à la nation de comprendre. D'autant plus que vous allez vous rappeler, lors de la création de l'AFC, le gouvernement congolais avait demandé au gouvernement du Kenya comment il a su accepter une création d'un groupe rebelle. Et vous vous rappellerez de la réponse du président du Kenya, William Ruto, pour dire la RDC n'a jamais mis un mandat contre Corneille Nangaa. Et donc, pour eux, ils n'ont pas trouvé un problème là-dessus. Et ce qui a été fait aujourd'hui, c'est pour démontrer à suffisance aujourd'hui que la RDC n'est pas d'accord avec ce qui a été créé et que Nangaa. Donc, le plaidoyerie ou les déclarations nous sommes en droit international. Ce qui a fait là, ça s'appelle Alléluia Amen. Ce qui a été fait là, c'est appliquer le droit international pour mettre la pression au niveau de la communauté internationale sur ce qui s'est fait dans la partie est de la République, pousser à ce que M. Nangaa, puisque Nangaa n'est pas seul, il est soutenu par Paul Kagame. À quoi ça servira? Mais ça va servir à arrêter cette hémorragie. On ne peut pas accepter. Nangaa, la RDC a tout donné à Nangaa. On ne peut pas accepter à un individu, peu importe les revendications qu'il va mettre sur la table, d'accepter de prendre les armes sous prétexte d'une sorte de libération contre la population congolaise. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Alors, la question qui est posée dans l'opinion, c'est que le régime du président Félix Tshisekedi est partout, sauf là où il doit être. On attend la vraie réponse, la présence à l'Est, pas ici à Kinshasa. Vous le condamnez ici à Kinshasa et pendant ce temps, Nangaa règne à maître dans plus de 4 territoires. Non, mais je crois que Benadel avait été aussi condamné par plusieurs États avant qu'il ne soit arrêté. Il a fallu qu'il y ait un mandat qui a été mis en place, des condamnations sur condamnations, jusqu'à ce que ça a pris du temps que ça pouvait prendre. Il a été arrêté. C'est un processus qui est mis en place. Et l'État congolais a le rôle de jouer. C'est vrai qu'il faudrait, sur le plan militaire, de la défense, etc., il faudrait accentuer, accélérer cela pour qu'on n'accepte pas ce qui est fait dans la partie est de la République. Mais nos lois sont là aussi pour permettre à ce que nous l'appliquons. Et c'est comme ça, moi je crois que cela n'est pas un problème qui a été fait. Élection au bureau du Sénat, Samalou Kondé pressenti, président de la Chambre haute du Parlement. D'abord, je voudrais à ce qu'ici les principes soient respectés. En 30 secondes, évidemment que les principes soient respectés. Il faudrait, comme nous, la FDC, nous avons subi l'injustice de la part de l'Union sacrée. Nous disons ici qu'il avait été dit, avant la publication du gouvernement, que lorsque vous avez dit député... Enfin, le dribbleur est dribblé. Non, mais il n'y a pas qui est dribbleur. Personne n'est dribbleur. Nous sommes dans les principes. Nous mettons nos principes en place. C'est le poids politique, c'est la force qui est mise en place pour déterminer comment nous allons marcher. Et l'Union sacrée, ce qui a été fait, nous ne sommes pas d'accord par rapport à cela. Et donc, si dans cette optique qui est aujourd'hui le non-respect des principes, je crois qu'il faudrait aujourd'hui que le gouvernement ou le président Tshisekedi puisse jouer son rôle important, même au niveau du bureau du Sénat. Le non-respect des principes par qui? Non, mais par l'Union sacrée, par le régime du président Tshisekedi, qui n'a pas respecté l'applicabilité de ces principes qui avaient été mis en place. C'est pourquoi nous disons nous sommes la deuxième force politique en RDC après l'UDPS. Et lorsque les partenaires ne sont pas respectés, que les partenaires ont été dribblés par l'UDPS, pour nous, je crois que ça ne permettrait pas à ce que nous puissions avancer. Ce n'est pas simplement la FDC qui réclame ce qui est de nos droits, puisque nous avons eu à faire ce travail. Même l'MLC le fait. Même Eliezer Ntamoué, qui lui a fait plus de 10 députés, devrait mériter un ministère, qui n'a pas eu ce ministère-là, puisque l'UDPS veut tout avoir. Il va avoir la présidente du Sénat, il va avoir les questeurs, etc. Ça pose un problème. Et donc, nous voulions assez que le président de la République, c'est lui qui est les garants du bon fonctionnement des institutions, puisse opérer pour que alors vous ne comprenez pas que ceci pourrait être une sanction infligée contre votre leader? Je ne sais pas. Parce qu'on l'a vu, il était au Sénat, il était l'ombre. Une certaine opinion estime qu'il était l'ombre de lui-même. Non, attention, Modeste Bahati, c'est un homme à beaucoup respecté dans ce pays. Il a beaucoup fait pour la République. C'est un homme qui est porteur de l'éthique et de la déontologie. Au sein de l'AFDC, Modeste Bahati produit des élites et des hommes intègres, intelligents qui sont là en train de servir la nation. Et nous les faisons. Nous accompagnons pas la personne
du président Tshisekedi, mais c'est les institutions. Comme nous en avions fait, nous avions accompagné Joseph Kabila, et nous avons géré avec M. Kabila, nous avons apporté des résultats. Modeste Bahati a été ministre de l'économie à l'époque. Vous savez qu'il y avait la stabilité du cadre macroéconomique, les prix des biens des premières nécessités étaient stables, donc il a fait quelque chose pour ce pays. Il mérite respect et considération. Il faille à l'UDPS d'accepter de collaborer avec ses partenaires politiques, de ne pas vouloir apprendre tout. Et quand ils veulent prendre tout, et c'est ce qui crée la crise, même au sein de l'UDPS, il existe cette crise. Certains ne sont pas pour Kabouya, etc. Ça pose des problèmes. Et vous n'êtes pas d'accord avec les partenaires et tout ça, ça pose des problèmes. Donc, nous sommes les partenaires du président de la République. Nous avons toujours dit que Modeste Bahati, c'est l'architecte de la création de l'Union sacrée. Puisque c'est lui qui avait été nommé informateur, qui avait donné au président de la République la majorité parlementaire, qui a permis au président de la République aujourd'hui d'avoir ses poids politiques qu'il a aujourd'hui. C'est grâce au travail que nous en avons fait en amont et en aval. Et donc, au niveau du Sénat, nous voulons voir le professeur Modeste Bahati jouer un rôle très important pour la République démocratique du Congo, puisque c'est un porteur, n'est-ce pas, d'une connaissance avérée qui a atteint les seuils des rentabilités qui peut permettre à cette nation de pouvoir évoluer. La guerre de leadership au sein de l'Union sacrée, enfin, l'Union sacrée, il y a des fissures qui sont de plus en plus visibles. Est-ce que vous voyez cette Union sacrée tenir jusqu'en 2028, où nous vivons maintenant la guerre de 2028? Avant d'en arriver à la guerre entre Union sacrée contre Union sacrée, d'abord la guerre à l'est de notre pays. Nous n'avons plus assez de temps. Non, mais parce que le temps est mal réparti. Et on pourra toujours revenir. Nous ne parlons pas de l'est de notre pays, là où il y a un grand problème. Et on va parler de Bahati et de l'Union sacrée. Ça n'est pas intéressant pour les Congolais. Les Congolais veulent savoir que deviendrait leur pays. C'est important d'en parler. Ce sont les animateurs. On a fait des parallèles de Ben Laden. Non de moindre. Ben Laden était traqué par les Américains. Mais Nanga n'est pas traqué. Nanga est en train de conquérir. Mais il y avait un processus. Non, attends, je peux parler. Il y avait d'abord un processus. Les Congolais Nous sommes vers la fin. Laissez-le conclure. Nanga n'est pas traqué. On n'a aucune police qui peut aller chercher Nanga. Loin de moi de partager les thèses de Nanga, je suis Maïmaï. Je suis même contre Nanga. Mais j'ai dit que le Congo doit construire les conditions de la paix. Pas par de procès bidons qui n'ont pas de sens parce qu'aucune police n'ira rechercher Nanga là-bas. Il faut construire les conditions de la paix, donc une dynamique interne pour rechercher la paix à l'est de notre pays qui va inclure cette dynamique les leaders charismatiques du Congo. J'en vois ici dans mon esprit, Félix Antoine Tshisekedi doit être sur la table, Moïse Katumbi doit être sur la table, Martin Fayulu doit être là sur la table, Dr Mukwege et Joseph Kabila. Les Congolais doivent apprendre à se parler pour rechercher la paix à l'est de notre pays. Et les 5 là sur la table enverraient un message à Nanga. Et pourquoi pas? Les 5 là peuvent décider d'inviter Nanga. Nanga sort un certain nombre de revendications avec lesquelles je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Mais il doit venir nous expliquer le fondement de ces revendications. Et puis être Et intégré donc, dans les cette institutions. dynamique-là va nous amener à bâtir une paix durable à l'Est. Mais quant à la guerre chez vous, là-bas, l'Union sacrée, mais c'est la guerre du ventre, non? Ça n'intéresse pas les Congolais. Bahati aura quoi? Et pourquoi Tamboué et Eliezer n'a pas eu ce ministère? Le problème, ce n'est pas la situation des Congolais. Le problème, c'est le partage des butins. Mais je vais dire, si vous n'êtes pas content, il y a les animateurs, il faut mettre les animateurs dans les on émissions. parle du principe du poids politique. Évidemment, ça existe. C'est pas une première. Si vous n'êtes pas content, mais vous quittez, non? Si vous n'êtes pas content, AFDC. Ce qui semble être le cas. Est-ce que ce n'est pas une sanction? Oui, je pense que c'est une sanction. Si vous pensez que l'UDPS va tout rafler, il faut s'assumer politiquement. Il faut s'assumer politiquement. Mais nous les faisons. Non, vous ne le faites pas. Nous assumons ce que nous disons. Non, vous soufflez les chauds et les froids. Non. Et puis, Bahati Lukwebo, Vémodé, vous avez été président du Sénat, non? Maintenant, vous voulez redevenir vice-président du Sénat. C'est le réduire à sa plus simple expression. Ce n'est pas une promotion. Vous ne devez pas rechercher ça. Ce n'est pas une promotion, vous qui avez été président du Sénat, donc deuxième personnalité de la République, que vous soyez aujourd'hui réduit à devenir vice-président du Sénat. Vémodé, j'ai dit d'abord bonjour, et puis j'ai dit, vous ne devez pas accepter ça. Restez simple sénateur. Conseil de votre petit frère. Restez simple sénateur. Si on donne un poste de vice-président du Sénat, prenez quelqu'un de la FDC. Placez-les là. Vous avez déjà été président du Sénat, deuxième personnalité de la République. On ne peut pas vous réduire à ce niveau. Ce n'est pas une promotion. Prenez ce poste-là qu'on vous donne. Donnez à un membre de la FDC de votre parti. Vous serez grand. Mais
cette affaire du Sénat, nous, au niveau de l'opposition, au niveau de l'ensemble, nous demandons pourquoi il n'y a pas eu réunion entre l'opposition et la majorité jusqu'à aujourd'hui. Parce que le règlement intérieur du Sénat dit que la répartition de postes s'est faite en concertation entre l'opposition et la majorité. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore concertation entre l'opposition et la majorité au Sénat pour savoir quel est le poste qu'elle va occuper. On parle de poste de rapporteur adjoint pour l'opposition. Mais il faut formaliser cela conformément au règlement intérieur, article 25, 26, 27. Il faut formaliser cela à travers une concertation entre opposition et majorité à l'Assemblée nationale pour que nous, on soit sûrs que voilà ce qui nous est octroyé, c'est ce poste-là, plutôt qu'on soit dans la spéculation. Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas. Merci beaucoup, merci d'être venu. L'émission est terminée malheureusement. On n'a pas pu en tout cas prendre toutes les questions. Il y a beaucoup de sujets qui restent en souffrance. Merci Eric que tu sois d'être passé. Merci beaucoup. En tout cas, nous pensons vous retrouver avec la même dose de plaisir prochainement. Merci beaucoup. Merci Pati Katanga, c'est un habitué du plateau. Nous pensons vous retrouver avec le même plaisir. Merci beaucoup, merci à mon co-débatteur, merci aux Congolais. Et ils doivent suivre massivement l'émission. En tout cas, que le Congo reste uni et indivisible. En tout cas, c'est notre vœu, c'est notre devise ici sur Politico RDC. En tout cas, mesdames et messieurs, merci de votre confiance. Restez-nous fidèles car le programme continue. Nous vous retrouvons avec d'autres émissions choc. En tout cas, comme de ces genres, restez-nous fidèles, abonnez-vous. En tout cas, coupez les extraits, postez sur le canal de communication. En tout cas, vous en avez l'autorisation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et faire abonner aussi les autres et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.